J'ai toujours cru que ma famille était la forteresse inébranlable qui me protégerait de toutes les tempêtes. Mais j'ai dû apprendre, à travers une expérience amère, que les trahisons les plus cruelles se préparaient derrière les murs mêmes en lesquels je plaçais ma confiance et qu'elles venaient souvent de ceux à qui j'avais ouvert grand les portes de cette forteresse. Depuis le jour sombre où j'ai accompagné mon regretté mari Michel à sa dernière demeure, je vivais seule dans cette grande maison, entre des murs remplis de souvenirs, et mes journées s'écoulaient toutes semblables. Les visites du week-end de ma chère fille Claire et de mon gendre Julien étaient devenues pour moi la seule source de joie, comme une bouffée de vie dans mon quotidien silencieux. Surtout Julien. Il était si aimable, si respectueux, que chaque fois il apparaissait à ma porte avec un bouquet de marguerites, mes fleurs préférées, et ce sourire sincère qui ne quittait jamais son visage. Il me retirait mes chaussures dans l'entrée, comme pour me prouver à chaque visite qu'il était le plus dévoué des fils, et restait des heures à écouter mes récits d'antan, sans jamais montrer la moindre lassitude. Un soir, alors que nous dînions dans cette atmosphère joyeuse, Julien glissa au détour d'une phrase que cette maison était bien trop grande, que l'entretenir et en assurer les réparations seul devait être épuisant pour moi. Il ajouta qu'un jour, pour mon confort, il serait plus sage de déménager dans un lieu plus petit, plus pratique, sans jardin à entretenir. En l'entendant, une petite inquiétude diffuse et inexplicable se mit à germer au fond de moi pour la première fois. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les mots de Julien, apparemment si innocents, tournaient sans cesse dans mon esprit. Et moi, qui m'étais toujours cru fine psychologue, je me surprenais à ressentir, vis-à-vis de cet homme en qui ma fille plaçait une confiance aveugle, une méfiance soudaine dont je ne parvenais pas à identifier l'origine. Je me jurais de découvrir la vérité. Les jours suivants, prisonnière de ces pensées qui me hantaient, je me débattais entre deux voix intérieures. L'une me soufflait qu'il ne s'agissait là que de lubies dues à l'âge, l'autre me rappelait ce conseil que mon défunt mari m'avait souvent répété : « Fais confiance à ton intuition. » Et dans ce conflit intérieur, je restais désemparée. Peu à peu, à chaque visite, je me surpris à scruter Julien comme une enquêtrice, à analyser ses gestes, ses paroles. Ce que j'avais autrefois perçu comme des marques de respect excessif m'apparut désormais comme une insistance suspecte. Je notais le regard brillant qu'il posait parfois sur l'argenterie du salon ou sur l'ancienne horloge héritée de Michel, ainsi que ses questions apparemment anodines, mais orientées sur ma situation financière. Sachant que je ne pouvais en parler à personne, et surtout pas à ma chère Claire, que je refusais de blesser ou de mettre en conflit avec son mari, je me sentais acculée. C'est alors qu'une idée surgit en moi en pleine nuit après avoir vu une scène de vieux film. Un petit appareil de surveillance. Il me fallait une preuve tangible pour confirmer mes soupçons ou les réduire à de simples illusions. J'appelai donc mon petit-fils Mathis, passionné de nouvelles technologies et étudiant à l'université, mais je ne lui avouai pas mes véritables doutes. En la place, j'inventai un mensonge innocent. Je lui dis que je voulais me protéger contre les artisans ou femmes de ménage de passage dans la maison, en tant que vieille femme vivant seule. Je lui demandai de me trouver une caméra si discrète que personne ne pourrait s'en apercevoir. Quelques jours plus tard, lorsque le paquet arriva par la poste et que je pris ce minuscule bijou de technologie dans le creux de ma main,
je ressentis bien plus qu'une simple curiosité. Entre mes doigts, ce petit objet froid représentait à la fois l'espoir de connaître enfin la vérité et la peur immense de briser pour toujours la fragile paix de ma famille. En franchissant ce pas irréversible, j'avais sur mes épaules un poids écrasant. Pendant des jours, je fis tourner ce petit appareil entre mes mains, consciente qu'il devait être placé dans le salon, là où se tenaient les conversations les plus décisives. Mais il me fallait aussi le dissimuler dans un objet tellement banal, tellement visible, que jamais Julien ne soupçonnerait sa véritable nature. Je passais mentalement en revue la pièce des dizaines de fois, à la recherche de la cachette parfaite. Finalement, mes pensées se fixèrent sur cette vieille horloge en bois sculpté, héritée de mon défunt mari Michel. Elle ne fonctionnait plus depuis des années, mais je la gardais au-dessus de la cheminée pour sa valeur sentimentale. L'idée de profaner ainsi un souvenir si sacré me serrait la poitrine, mais je savais aussi que Julien n'y toucherait jamais par respect. C'était un camouflage idéal. Mes doigts tremblaient lorsque je tentais de glisser la minuscule caméra dans une cavité au dos de l'horloge. Chaque bruit de voiture venant de la rue me glaçait le sang, comme si j'allais être surprise en flagrant délit. C'était une véritable course contre la montre pour terminer cette opération sans être découverte. Quand enfin le petit objectif se mit en place, la pièce familière perdit aussitôt son innocence. Ma maison, autrefois bastion de paix, devint une scène emplie de secrets. Et cette horloge apparemment inoffensive qui avait veillé sur nous si longtemps se transforma en bourreau silencieux, symbole de l'attente oppressante d'une vérité qui gelait le temps. Le lendemain, quand j'entendis la voix enjouée de ma fille Claire au téléphone me dire « Maman, demain nous viendrons te voir avec Julien », mon cœur s'emballa comme s'il allait briser ma poitrine. Je savais que j'allais affronter l'épreuve la plus difficile de ma vie. J'avais beau forcer ma voix à rester joyeuse et légère en répondant « Je vous attends ma chérie ». Il me fallut un effort surhumain pour masquer le tremblement qui me trahissait. Le jour de la visite, dès les premières lueurs du matin, j'errais dans la maison comme un fantôme. Chaque son de moteur dehors me glaçait le sang, comme si j'allais être surprise en flagrant délit. C'était une véritable course contre la montre pour terminer cette opération sans être découverte. Quand enfin le petit objectif se mit en place, la pièce familière perdit aussitôt son innocence. Ma maison, autrefois bastion de paix, devint une scène emplie de secrets. Et cette horloge, apparemment inoffensive, qui avait veillé sur nous si longtemps, se transforma en bourreau silencieux, symbole de l'attente oppressante, d'une vérité qui gelait le temps. Le lendemain, quand j'entendis la voix enjouée de ma fille Claire au téléphone me dire « Maman, demain nous viendrons te voir avec Julien », mon cœur s'emballa comme s'il allait briser ma poitrine. Je savais que j'allais affronter l'épreuve la plus difficile de ma vie. J'avais beau forcer ma voix à rester joyeuse et légère en répondant « Je vous attends ma chérie », il me fallut un effort surhumain pour masquer le tremblement qui me trahissait. Le jour de la visite, dès les premières lueurs du matin, j'errais dans la maison comme un fantôme. Chaque son de moteur dehors me glaçait le sang à chaque fois qu'une voiture s'approchait. D'un seul coup, la sonnette retentit et un désir fou m'envahit. Ne pas ouvrir, fuir, rester dans le confort de mes doutes plutôt que d'affronter la cruauté de la vérité. Mais il n'y avait plus de retour possible. Le piège était en place. Le destin avait déjà refermé ses filets. Je collai sur mon visage le plus convaincant des sourires et ouvris la porte. Julien m'enlaça avec une tendresse exagérée, plus empressé que jamais. Une petite flamme d'espoir, fragile, me souffla qu'il n'était peut-être pas le traître que je craignais. Mais en même temps, ce masque de douceur nourrissait en moi un malaise si violent que mon estomac se contracta douloureusement. Dans le salon, devenu pour moi une scène de théâtre, chaque mot, chaque regard, chaque éclat de rire prenait une dimension étrange. Je savais qu'ils étaient enregistrés par l'œil muet qui veillait au-dessus de la cheminée. J'étais à la fois spectatrice, victime et metteur en scène de cette tragédie domestique.
Et pour les laisser seuls avec cette horloge, mon témoin caché, je trouvai un prétexte. Je prétendis avoir oublié de remplir un pot de confiture de griotte, la préférée de Claire, et me dirigeai vers la cuisine. À chaque pas, je brûlais de désirs contradictoires de rester pour écouter ce qui allait se dire et de me boucher les oreilles pour ne jamais l'entendre, consciente que ces paroles pourraient bouleverser ma vie à jamais. Dans ce petit cellier frais que j'utilisais comme réserve, je restais de longues minutes, un pot de confiture de griotte à la main, à essayer de distinguer les voix étouffées qui venaient du salon. Chaque murmure, chaque silence se transformait dans mon esprit en un scénario catastrophique. C'était une torture. J'étais à la fois si proche de découvrir le résultat du piège que j'avais moi-même tendu, et pourtant tenu à l'écart par ma propre prudence. Soudain, la voix de mon gendre Julien, résonnant plus dure et autoritaire que jamais, se heurta au mur de la cuisine. Immédiatement après, j'entendis le sanglot étouffé de ma chère fille Claire. Tout mon être de mère me poussait à courir vers elle, à la serrer contre moi et à lui demander ce qui n'allait pas. Mais la raison, implacable, m'enchaînait. Il fallait aller jusqu'au bout, garder mon calme pour que la vérité éclate. Quand je revins enfin dans le salon, toujours avec ce ridicule pot de confiture entre les mains, l'atmosphère s'était glacée. Plus aucun éclat de rire, plus aucune légèreté, seulement un silence pesant. Les yeux rougis de Claire, le faux air serein de Julien, tout me criait que ce qui s'était dit en mon absence n'avait rien d'innocent. C'était une bombe placée au cœur de notre famille. Le reste de la visite devint une pièce de théâtre insupportable. Chacun taisait ce qu'il aurait voulu dire. Les mots restaient suspendus dans l'air. Et moi, je me forçais à jouer le rôle de la grand-mère joyeuse et naïve. Tout ce que je désirais, c'était qu'ils s'en aillent au plus vite et me laissent seule face à la noirceur de cette vérité. Quand je refermai enfin la porte derrière eux, mon sourire de façade s'effaça instantanément. Les jambes tremblantes, comme si je venais de courir un marathon, je me précipitai vers la cheminée. J'arrachai la petite caméra cachée dans l'horloge de bois. Dans ma main, ce n'était plus un simple appareil. C'était la clé d'une révélation qui allait soit confirmer mes pires soupçons, soit me convaincre que je n'étais qu'une vieille femme paranoïaque. Je sortis de son étui poussiéreux mon vieil ordinateur, que je n'avais pas utilisé depuis des années. Mes doigts tremblaient tandis que j'essayais de me souvenir des instructions complexes que m'avait données mon petit-fils Éric. Les machines froides de ce monde moderne me semblaient être le dernier obstacle entre moi et la vérité la plus douloureuse de ma vie. Enfin, j'ouvris le bon fichier et appuyai sur « Lecture ». Je revis alors mon salon familier à travers l'œil froid de la caméra. Et à peine étais-je sorti de la pièce que je vis le masque tomber du visage de Julien. Son expression douce et prévenante s'effaça aussitôt pour laisser place à une dureté glaciale, calculatrice. Je restai pétrifié. J'entendis de mes propres oreilles ces paroles venimeuses. Il pressait Claire de me convaincre de vendre ma maison, ce bien auquel j'étais si attaché. Ruiné par un échec professionnel, il voyait dans mon patrimoine la solution à ses dettes. Et il enveloppait cette cupidité de mensonges déguisés en sollicitude. Il prétendait agir pour mon bien. Le plus douloureux, c'était d'assister à la résistance désespérée de ma fille. Claire refusait d'abord catégoriquement de vendre la maison héritée de son père. Mais face aux manipulations insidieuses de Julien, ses arguments pleins de fausse tendresse, c'est pour notre avenir, je pense à toi, à nos enfants, je la vis peu à peu s'éteindre, jusqu'à finir par se taire vaincue et céder malgré elle à ce plan sordide.
Quand la vidéo prit fin et que l'écran devint blanc, le silence de la pièce ne résonna plus que du bruit des morceaux brisés de mon propre cœur. Alors je compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de maison. C'était ma confiance, mon amour, ma bonté qui venaient d'être trahis par ce que j'avais le plus chéri. Et je sus qu'il ne me restait plus qu'une seule option: reprendre cette arme des mains de mes bourreaux et rendre justice moi-même. Sans savoir combien d'heures s'étaient écoulées, je restais figée dans cette chambre froide, encore secouée par les images que je venais de voir. Le premier choc s'était dissipé, laissant place à une douleur bien plus profonde, une déception glaciale comme je n'en avais jamais connue. Le tableau de famille heureuse que j'avais mis tant d'années à peindre dans mon esprit s'était brisé en 1000 morceaux. Le lendemain, j'errais comme un fantôme dans cette maison où chaque recoin m'avait autrefois apaisé. Désormais, chaque photo accrochée au mur, chaque coussin sur le canapé me semblait faire partie du mensonge. Et lorsque mes yeux se posaient sur les images du mariage de Claire et de Julien, je voyais, pour la première fois avec une effroyable clarté, les calculs froids qui se cachaient derrière son sourire éclatant. En taillant les branches mortes des rosiers du jardin, je sentis que mon chagrin et ma douleur se transformaient peu à peu en une lucidité glaciale, en une colère méthodique, plus tranchante que jamais. Je compris alors qu'aux yeux de Julien, je n'étais rien d'autre qu'une vieille femme facile à tromper. Et si je voulais gagner, je n'avais qu'un seul choix, jouer le rôle exact qu'il m'avait assigné. Je réalisais que l'affronter directement ne ferait qu'emprisonner davantage ma fille et offrirait à Julien une nouvelle occasion de mentir. Alors, une décision fulgurante s'imposait à moi. J'allais me laisser convaincre, feindre d'être cette vieille femme naïve et crédule qui acceptait de vendre sa maison. Mais le dernier acte de cette pièce, c'est moi qui l'écrirais. Je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille seule. J'allais chercher le numéro de Maître Bernard, vieil ami de mon défunt mari, ancien avocat à la retraite, dont la droiture et la sagesse m'avaient toujours inspiré une confiance absolue. Composer ce numéro, c'était comme reprendre en main les rênes de mon destin. Quand j'entendis au bout du fil sa voix grave et rassurante, mon cœur se serra d'émotion. Mais je trouvai rapidement la force de lui expliquer la gravité de la situation et l'urgence d'un entretien en face à face. Il m'invita aussitôt, sans la moindre hésitation, avec la loyauté d'un véritable ami. Un poids s'allégea sur mes épaules. Plutôt que dans les murs glacés d'un bureau, nous convînmes de nous retrouver dans un lieu chargé de souvenirs, le vieux café niché sous les plataneres centenaires où je venais souvent avec mon mari. Lorsque je retrouvai dans ses yeux cette flamme d'intelligence malgré le poids des années, je sus que j'avais fait le bon choix et que je pouvais lui confier mon secret. Je lui racontai tout, mes premiers soupçons, la caméra dissimulée, les images insoutenables. Ma voix tremblait parfois, s'étrangeait de colère à d'autres moments, mais Maître Bernard m'écouta sans m'interrompre, absorbant chaque mot, chaque bétail de cette trahison comme si elle le frappait lui aussi en plein cœur. Sa présence calmait un peu ma douleur. Quand je terminai mon récit, un lourd silence s'installa. Ce silence, il le brisa non pas avec des termes juridiques, mais avec des mots humains, empreints de compassion. Il me dit sa tristesse pour ce que j'avais subi, puis ajouta que mon plan était ingénieux mais risqué, épuisant. Enfin, il me donna l'assurance qu'il serait à mes côtés, non seulement en avocat mais en ami. J'en sortis plus forte que jamais. Ce jour-là, nous posâmes ensemble les premières pierres du plan qui piégerait Julien dans sa propre avidité.
Nous parlâmes de visites fictives d'agents immobiliers, de fausses promesses de vente rédigées pour paraître officielles et du rôle que je devrais jouer, celui de la vieille propriétaire docile, prête à céder son bien. Quand je quittai la table du café, je n'étais plus une victime en deuil, j'étais une stratège, une commandante avec une carte en main, prête à marcher vers la victoire. La partie la plus difficile, la plus cruelle de notre plan, fut cet instant au téléphone où, entendant la voix innocente de ma chère fille me dire « Maman », sans se douter de rien, je dus lui annoncer, d'un ton brisé, avec toute la conviction d'une femme résignée, que j'avais longuement réfléchi et que je pensais finalement que Julien avait raison. Chaque mot prononcé fut pour moi comme une lame s'enfonçant dans mon cœur. J'entendis aussitôt dans la voix de Claire ce mélange de culpabilité et de soulagement, cette joie fragile d'être libérée d'une pression trop lourde. Puis le combiné lui fut arraché par Julien, dans un ton fin de douceur, mais où vibrait une satisfaction triomphante qu'il cherchait en vain à dissimuler. Il me remercia et affirma qu'il allait immédiatement s'occuper de la vente de la maison. À cet instant, je sus que notre piège fonctionnait à merveille et je distinguais clairement qui était la proie et qui était le chasseur. Quelques jours plus tard, l'agent immobilier envoyé par Maître Bernard, en réalité un de ses hommes de confiance, entra chez moi avec ses dossiers. Il commença à énoncer des chiffres exorbitants sur la valeur de la maison. De ma place, j'observais Julien. Il se courbait presque servilement devant ce professionnel supposé et à chaque montant extravagant annoncé, ses yeux s'illuminaient d'une lueur d'avidité grandissante. Je le regardais comme à travers l'objectif de ma fameuse horloge, témoin silencieux de chaque seconde. Comme prévu, Julien s'appropria tout le contrôle de la situation, parlant de commissions, de modalités, de délais, comme si la maison ne m'appartenait déjà plus, comme si je n'étais qu'une spectatrice. Même la présence de ma fille à mes côtés ne l'arrêtait pas. Il se comportait tel un aristocrate vendant son domaine hérité, oubliant jusqu'à mon existence. Une fois le faux agent parti, j'assistais à la scène suivante. Julien, grisé par sa victoire imaginaire, serra Claire dans ses bras, lui promettant qu'ils allaient enfin rembourser leurs dettes, fonder une nouvelle entreprise et devenir riches. Moi, je jouais mon rôle, celui de la vieille mère résignée qui semblait sacrifier sa maison. Lui, sans s'en douter, savourait chaque pas qui le menait vers sa perte. La semaine qui suivit, son masque de courtoisie s'effrita. Il m'appelait chaque jour avec une impatience de plus en plus agressive, exigeant de savoir pourquoi l'acheteur fictif ne s'était pas encore manifesté. Je continuais de feindre l'innocence, jouant la vieille femme naïve, et j'observais son avidité se transformer en fébrilité, exactement comme prévu. Enfin, au moment convenu par Maître Bernard, le faux agent reparut, une enveloppe en main. Il s'agissait d'une fausse lettre d'intention d'achat proposant un prix encore plus élevé que la valeur réelle de la maison. C'était l'appât brillant au bout de notre ligne. Julien arracha la lettre de mes mains et à la lecture du chiffre perdit ses dernières parcelles de raison. Il me pressa aussitôt d'accepter, répétant sans cesse « Ne réfléchis pas, signe tout de suite ». Son avidité l'aveuglait totalement et je compris à quel point il était tombé dans notre piège. Alors, je posai sur la table le document préparé par Maître Bernard, une procuration particulière rédigée avec une précision d'orfèvre qui n'autorisait Julien qu'à négocier avec cet acheteur imaginaire sans aucun droit de vendre ni d'encaisser. Je pris ma voix la plus naïve et je lui dis « Je ne comprends rien à ces papiers, le mieux est que tu t'en charges à ma place. » Julien, ivre du rêve de millions, ne prit même pas le temps de lire les clauses. Avec un large sourire, il signa la feuille et repartit, convaincu de tenir entre ses mains la clé d'une fortune.
En réalité, il venait de signer la preuve la plus éclatante de son intention de fraude, et moi, je le laissais savourer seul son faux triomphe, déjà prisonnier de sa propre obscurité. À partir du jour où Julien signa cette fausse procuration, son masque de respect s'effondra complètement. Il ne m'appelait plus que pour me donner d'une voix brève et glaciale des nouvelles de ses prétendues négociations avec l'acheteur imaginaire. Il ne me parlait plus comme à une belle-mère, encore moins comme à une mère. J'étais devenue pour lui une simple associée dont il utilisait la signature. Cette distance blessante me révéla à quel point il s'était déjà égaré. Ce qui me déchirait le plus, c'était de voir Claire, ma chère fille, s'éteindre peu à peu sous le poids de l'arrogance et de l'avidité de son mari. Chaque fois qu'elle m'appelait, sa voix tremblait de culpabilité, et pour la réconforter, je devais lui répéter ce mensonge cruel « Tout cela est pour notre bien, ma fille », alors que je savais que c'était exactement le contraire. Enfin, l'appel tant attendu de maître Bernard arriva. Il m'annonça qu'une salle de réunion avait été réservée dans l'une des plus grandes banques de la ville et que Julien y était convoqué le lendemain, seul, pour signer les derniers papiers avec les soi-disant avocats de l'acheteur. À cet instant, je sentis que le filet que j'avais tissé patiemment depuis des mois était prêt à se refermer. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, j'arpentais chaque pièce de ma maison comme une visiteuse d'un autre temps. Chaque mur, chaque meuble chargé du souvenir avec mon mari défunt recevait un silence mon adieu. Je savais qu'après la rupture qui m'attendait, rien ne serait plus jamais comme avant et que l'innocence de ce foyer serait perdue à jamais. Bien que ma fille fût restée prisonnière du rôle de pion dans cette tragédie, je décidai qu'elle devait voir la vérité de ses propres yeux. Je l'appelai une dernière fois et d'une voix pleine d'émotion, je l'implorai de m'accompagner à la banque le lendemain, lui disant combien sa présence était vitale pour moi. Elle ne pouvait refuser une demande si intime et accepta. Le lendemain, assise dans cette salle de réunion aux boiseries lustrées et à l'odeur froide de cuir, face à maître Bernard et aux avocats austères qu'il avait choisis pour ce dernier acte, j'attendais calmement, enveloppée par le silence lourd qui précède les tempêtes. La porte s'ouvrit. Julien entra, gonflé de l'arrogance de celui qui se croit au bord de son plus grand triomphe. En me voyant, ainsi que Claire qu'il ne s'attendait pas à trouver là, un éclat de surprise traversa son visage, mais grisé par l'idée de la fortune qu'il pensait saisir, il reprit rapidement contenance et s'installa avec assurance à la table. Maître Bernard posa devant lui un faux contrat de vente, prétendant qu'il ne s'agissait que d'une formalité. Sans même prendre la peine de lire, Julien signa avec empressement, le sourire aux lèvres. Alors l'avocat se racla la gorge et, laissant tomber son ton amical, expliqua en termes juridiques précis que Julien avait clairement abusé de la procuration limitée qui lui avait été confiée. L'atmosphère devint glaciale. Julien commença à protester. Que signifie cela ? Mais ses paroles furent brutalement interrompues lorsque l'écran au centre de la table s'alluma. Là, dans la lumière crue de cette salle, apparurent les images de mon salon et la voix de Julien lui-même, pressant ma fille de me convaincre de vendre, lui parlant de ses dettes et de son avidité, utilisant le chantage émotionnel comme une arme.
Lorsque la vidéo s'acheva, un silence de tombe envahit la pièce. Seul le sanglot déchirant de Claire vint le rompre. Julien, blême, pétrifié, incapable de dire un mot, voyait s'écrouler tout l'édifice de mensonges qu'il avait bâti. Et moi, je compris alors que la justice ne s'exprime pas toujours dans le vacarme des tribunaux, mais parfois dans le point insoutenable de la vérité révélée en silence. À ce moment-là, dans cette scène au ralenti, où chacun retenait son souffle, ma fille se leva, le corps brisé par le poids de la trahison et de la déception. Sans même jeter un regard à son mari, elle glissa son bras sous le mien, comme si je restais son seul refuge au monde. C'était le commencement d'une fin que les mots ne sauraient jamais exprimer. Alors que nous nous dirigions vers la porte pour quitter ce théâtre de ruines, la voix calme mais inflexible de Maître Bernard résonna. Il annonça à Julien, figé à sa place comme une statue, que les faux documents qu'il avait signés et son intention malveillante, prouvée par la vidéo, constituaient une tentative d'escroquerie et que des poursuites judiciaires seraient engagées immédiatement. La justice venait de montrer son visage froid et implacable. En quittant l'atmosphère glaciale et artificiellement éclairée de la banque pour retrouver un après-midi ensoleillé et une foule pressée, inconsciente de notre drame, je ressentis avec plus de force que jamais que ce combat gagné n'était pas une victoire. C'était une victoire amère, car elle laissait sous les décombres les rêves et la vie de ma fille bien-aimée. Durant le trajet du retour, le silence pesant n'était troublé que par les sanglots étouffés de Claire. Je me débattais avec l'impuissance de ne pas trouver un seul mot juste pour la consoler, réfléchissant à l'ironie cruelle d'un chemin entrepris pour la protéger et qui l'avait conduite à affronter la plus grande douleur de sa vie. En franchissant de nouveau le seuil de notre maison, théâtre de toutes ces tempêtes, je vis Claire contempler chaque objet du salon et surtout cette horloge de bois au-dessus de la cheminée, comme s'ils étaient devenus des monstres. Pour elle, cette maison n'était plus une forteresse de paix, mais désormais la scène du plus grand mensonge de son existence. Les premiers jours après cette confrontation transformèrent notre foyer en une maison de deuil où les mots s'étaient tus, remplacés par les sanglots et les soupirs. Je choisis de lui offrir l'espace dont elle avait besoin, déposant seulement devant sa porte un bol de soupe chaude ou posant doucement un châle sur ses épaules, comme une déclaration silencieuse de mon amour. Ce fut d'un soir que le mur du silence céda. Elle vint vers moi et, les yeux noyés de larmes, répéta pendant des heures « Comment ai-je pu ne rien voir ? Comment ai-je pu croire en lui ?» Elle laissa jaillir toute sa colère, sa honte et son désespoir, et je ne fis que la serrer contre moi, l'écoutant avec patience jusqu'à ce que le poison fût entièrement expulsé. Lorsqu'elle retrouva enfin la force de parler sans sanglots, je lui révélai tout. Le premier soupçon, la caméra dissimulée, le plan élaboré avec Maître Bernard. Je lui expliquai que mon intention n'avait jamais été de la briser ni de l'humilier, mais de la sauver, de l'arracher à ce lierre empoisonné avant qu'il me détruise sa vie. Et je lui dis que son seul tort avait été d'aimer et de faire confiance, les actes les plus innocents qui soient. Peu après, Maître Bernard nous informa que, malgré les pressions de la famille de Julien, une procédure pour tentative d'escroquerie avait été ouverte et que, de mon côté, la demande de divorce pour Claire était également lancée. Lorsque ma fille accueillit cette nouvelle non pas avec des larmes, mais avec une résignation fatiguée, je compris qu'elle commençait lentement à émerger des décombres.
Quelques semaines plus tard, alors que nous bêchions ensemble la terre sous le vieil arbre du jardin, elle me regarda et, malgré la tristesse encore présente dans ses yeux, esquissa le premier vrai sourire depuis des mois. Ce sourire me prouva que même les blessures les plus profondes finissent par cicatriser et qu'une petite fleur peut refleurir sur les ruines. Les mois passèrent, les saisons se succédèrent, et au milieu des murs meurtris de notre maison, un nouvel ordre paisible s'installa entre ma fille et moi. En pansant patiemment nos blessures et en recouvrant peu à peu les souvenirs douloureux d'un voile de sérénité, notre foyer devint un havre sûr, un port tranquille après la tempête. Voir Claire non seulement reprendre son ancien métier qu'elle avait abandonné sous la pression de Julien, mais aussi se tenir sur ses propres jambes avec plus de force que jamais, fut pour moi la plus grande récompense de ce combat. Chaque soir, ses yeux retrouvaient leur éclat d'autrefois quand elle me racontait ses succès au travail. Un après-midi, Maître Bernard passa prendre un café et nous annonça que Julien avait été condamné à une lourde peine de prison pour tentative d'escroquerie, prouvée par les documents signés et ses propres aveux enregistrés lors de la réunion. Ni ma fille ni moi n'éprouvâmes de joie à cette nouvelle. Nous ressentîmes seulement la douce résignation de savoir que ce chapitre sombre de notre vie était désormais refermé. Un soir d'hiver, devant le feu de cheminée, Claire se tourna vers moi et dit « Heureusement que nous n'avons pas vendu cette maison, maman. C'est notre forteresse. » À cet instant, je compris que ce toit n'était pas seulement de pierre et de briques. C'était le dernier sanctuaire de notre famille et de nos souvenirs, celui que Julien avait tenté de détruire et que j'avais eu raison de défendre coûte que coûte. La vie, parfois, fait faner vos fleurs les plus précieuses dans les terres les plus sûres. Mais l'amour et la patience d'une mère possèdent ce pouvoir de faire refleurir les fleurs, même au milieu des ruines. J'appris, au prix de cette épreuve, que protéger une famille exige parfois de la briser d'abord, pour ensuite la reconstruire avec une sagesse inébranlable. Lorsqu'un an entier se fut écoulé depuis la grande tempête, il ne restait plus dans notre maison ni ombre de deuil, ni trace de trahison. Chaque coin était devenu témoin silencieux de la nouvelle vie que nous bâtissions ensemble, entre rires retrouvés et rêves timides, mais pleins d'espérance. Un soir, Claire entra dans le salon avec une lettre en la main. Elle venait de recevoir une offre pour un poste de direction dans une autre ville, fruit de son travail acharné. Mais l'idée de me laisser seule dans cette grande maison l'empêchait de l'accepter. Ce fut à ce moment que je vis à quel point elle avait grandi et jusqu'où elle pouvait désormais voler de ses propres ailes. Alors, étouffant en moi le fugitif « Ne pars pas !» qui voulait surgir, je lui dis de tout cœur « Cette maison ne sera jamais une cage pour toi, mais toujours un port sûr où revenir. Mon bonheur le plus grand est de te voir poursuivre tes rêves. Car une mère doit savoir offrir sa propre solitude en échange du bonheur de son enfant. » Pendant les jours emplis de douce agitation qui précédèrent son départ, l'idée que cette maison, jadis défendue bec et ongles, retrouve son ancien silence serrait un peu mon cœur. Mais cette fois, je savais que ce silence ne serait pas un deuil, mais la quiétude fière d'une mère qui avait préparé sa fille à affronter la vie plus forte que jamais. Le jour où je la laissai partir vers sa nouvelle vie, entre larmes et sourires,
puis que je refermai la porte derrière elle pour retrouver la maison silencieuse. Je compris que le combat que j'avais mené n'avait jamais été pour sauver seulement des murs ou un toit. C'était le combat pour qu'un oiseau aux ailes brisées puisse reprendre son envol et retrouver son ciel. Et de ce combat, je sortais avec la plus belle des victoires. Après le départ de ma fille, le profond silence qui s'installa dans ma maison me rappela d'abord la solitude douloureuse qui avait suivi la mort de mon mari. Mais peu à peu, je compris que cette nouvelle quiétude n'était pas celle d'une femme en deuil, mais celle d'un être qui venait de survivre à la plus grande tempête de sa vie et qui désirait simplement écouter son âme dans ce refuge paisible. Pour redécouvrir Hélène, la femme que j'avais été avant d'être seulement mère et grand-mère, celle qui aimait peindre et prendre soin de son jardin, je descendis du grenier mon vieux chevalet et, avec l'épouse de maître Bernard, je m'inscrivis à un petit atelier de céramique du quartier. J'eus alors l'impression de faire le premier pas vers un second printemps de ma vie. Un matin, je reçus un cadeau de ma fille, un ordinateur dernier cri. Quand je vis apparaître sur l'écran son visage souriant, comme si elle se trouvait là dans mon salon, alors qu'elle était à des centaines de kilomètres, je compris que les distances ne signifiaient plus rien et que la technologie pouvait créer de véritables miracles quand elle se mettait au service de l'amour. Lorsque je commençais à travailler comme bénévole dans une petite association du quartier, offrant les fruits abondants de mon jardin et les confitures dont ma mère m'avait appris les recettes, je goûtais au bonheur unique de partager. J'appris qu'un être humain ne vit vraiment que lorsqu'il parvient à semer un peu de bien autour de lui, au-delà de sa propre famille. Le soir, dans le calme parfumé de jasmin de mon jardin, en contemplant le coucher du soleil, je pris conscience que cette maison que j'avais défendue n'était pas un simple bien matériel. Elle était devenue un sanctuaire sacré où ma fille et moi renaissions de nos cendres, un lieu où nous redécouvrions la vie et nous-mêmes. C'est là que j'appris que la plus grande richesse était la paix intérieure. Des années passèrent et les souvenirs sombres finirent presque par s'effacer, jusqu'au jour où, en ouvrant ma boîte aux lettres, je reconnus immédiatement l'écriture tremblante de la mère de Julien. Cette lettre fut comme une goutte de poison tombée sur une plaie refermée, réveillant soudain mon ancienne angoisse. En lisant ces lignes, je découvris non pas de colère ni de reproche, mais la supplique désespérée d'une autre mère. Elle demandait pardon pour son fils qui allait bientôt sortir de prison, exprimant toute sa honte et sa douleur. À cet instant, les derniers fragments de rancune qui persistaient encore en moi s'éteignirent. Ce soir-là, en visioconférence avec ma fille, je lui parlais de cette lettre. Elle n'était plus la jeune femme brisée d'autrefois, mais une adulte aguerrie, debout malgré les coups de la vie. Elle me dit « Ce chapitre, nous l'avons refermé, maman. Pour moi, il n'y a ni pardon ni haine, il n'y a rien. » Et elle ajouta qu'elle me soutiendrait dans la décision que je prendrais. Ces mots me montrèrent combien elle avait grandi et trouvé sa force. Après avoir longuement réfléchi au sens du pardon, je compris que garder rancune, c'était boire soi-même un poison destiné à un autre.
Je réalisai alors que je n'avais pas à réhabiliter Julien, ni à le réintégrer dans ma vie. Mon seul devoir était de libérer mon âme de cette dernière ombre du passé. Dans ma brève réponse à sa mère, je ne parlais ni de son fils, ni des événements douloureux. J'écrivis simplement « En tant que mère, je comprends votre souffrance et j'espère que vous trouverez un jour la paix. » Lorsque je mis l'enveloppe à la poste, je sus que je n'envoyais pas seulement un vœu de bienveillance, mais que je me délivrais de la dernière chaîne qui retenait mon esprit prisonnier. Et à ce moment, je me sentis enfin totalement libre. Parmi ces années paisibles, lors d'un banal appel en visioconférence avec ma fille, ce fut le moment où ses yeux pétillants et sa voix tremblante de joie m'annoncèrent que j'allais devenir grand-mère. À cet instant, j'eus l'impression que toutes les épreuves endurées, toutes les larmes versées, trouvaient enfin leur récompense dans le plus doux et le plus précieux des cadeaux que le destin pouvait m'offrir. Quand ma fille, marquée par les blessures du passé, me confia « Et si je n'étais pas une bonne mère ?» Je lui répondis non seulement avec ma propre expérience maternelle, mais aussi en lui rappelant la force de caractère qui l'avait toujours aidé à se relever des plus grandes tempêtes. Je lui dis qu'un enfant n'avait pas besoin d'une mère parfaite, mais d'une mère aimante, tenace et présente, quoi qu'il arrive. Quelques mois plus tard, dans une chambre d'hôpital de sa ville, je respirais pour la première fois depuis des années ce parfum de paradis en serrant mon petit-fils contre moi. Ce corps minuscule n'était pas seulement une nouvelle vie, il était la preuve la plus pure et la plus tangible que notre famille, malgré ses blessures, pouvait renaître de ses cendres avec l'espoir. Quand ma fille, dans ce silence tendre qui emplissait la pièce, me dit qu'elle avait choisi de donner à son fils le prénom de mon époux disparu, André, homme fidèle, droit et plein d'amour, les larmes chaudes qui coulèrent de mes yeux étaient le reflet à la fois de la nostalgie du passé et d'un espoir nouveau qui fleurissait en moi. Après ces semaines de rêve passées auprès de ma fille et de mon petit-fils, en regagnant ma maison calme mais paisible, je compris que je ne vivais plus seulement pour moi, mais aussi pour cette vie nouvelle et vibrante que j'allais visiter souvent. Je réalisais alors que ma maison, cette forteresse que j'avais défendue, n'était plus un simple refuge, elle devenait la maison mère d'une grande famille, aux racines solides et aux branches tournées vers l'avenir. Récemment, j'ai décidé de faire réparer l'ancienne horloge du salon, celle qui avait autrefois révélé la vérité la plus cruelle. Je voulais qu'elle ne marque plus l'ombre d'une trahison, mais qu'elle devienne désormais l'annonce des jours heureux, rythmés par les rires de mon petit-fils. En me promenant dans ce jardin que j'ai tant cultivé, je comprends que la vie ressemble à cette terre. Parfois, les fleurs les plus chères sont brisées par des tempêtes. Parfois, les mauvaises herbes envahissent la plus fertile des parcelles. Mais avec patience, en arrachant les herbes et en soignant les branches, la vie finit toujours par offrir des fleurs plus belles encore.
Quand je repense à l'avidité qui avait aveuglé autrefois Julien et au projet infâme bâti autour de la valeur matérielle de cette maison, je mesure pleinement la richesse que je possède aujourd'hui. Mon véritable trésor n'est pas fait de murs et de briques, mais de l'amour que j'ai préservé, du bonheur retrouvé de ma fille et du sourire innocent de mon petit-fils. Pour que tout ce que j'ai vécu, toutes ces souffrances et ces combats ne s'envolent pas comme poussière au vent, j'ai écrit une lettre pour ce petit garçon qui grandira un jour. Une lettre sans un mot sur la trahison ou la haine, mais qui lui raconte simplement la force de sa mère, le pouvoir de l'amour et le fait que la conscience est la plus solide des forteresses. Aujourd'hui, à chaque tic-tac de l'horloge réparée, alors que j'écoute la respiration paisible de mon petit-fils sur l'écran à mes côtés, je sais que même si la vie m'a montré son visage le plus cruel, j'ai trouvé, grâce à la lutte patiente que j'ai menée pour mes proches, cette paix intérieure et cette sérénité unique qui sont le plus grand des trésors.